C'est l'heure de notre second débat et je vous propose d'entrer dans la tête d'Emmanuel Macron avec des biographes. On va tenter de cerner la psychologie, le style, l'exercice du pouvoir, celui que l'on surnomme le maître des horloges. Tiens, on va commencer par ça. A-t-il perdu le tempo? Premier élément de réponse, Quentin Calmet. Emmanuel Macron, très actif pour l'heure à l'international, cherche à gagner du temps sur la scène politique française. Après le sommet européen de jeudi et vendredi, le président de la République participe à la réunion du G7, aujourd'hui et demain, avant de s'envoler pour le Portugal. Mais ce week-end, au milieu de cette séquence, il a accordé une interview à l'agence France Presse. Première étape, confirmer sa confiance à Elisabeth Borne et la charger d'une mission pour les prochains jours. J'ai donné mandat à Elisabeth Borne de formellement et précisément explorer avec les groupes de l'Assemblée nationale qui correspondent à des forces politiques de gouvernement le degré de coopération auquel ils sont prêts. Il y a bien effectivement en termes de communication et de présentation par le chef d'État de la situation, l'idée de se mettre un peu en hauteur, au-dessus de la mêlée, comme si lui prenait acte d'une situation, certes qu'il n'a pas voulu, mais prenait acte d'une situation et demandait à la chef du gouvernement d'en tirer des conclusions, d'élaborer des scénarios, de faire des propositions. Et le chef de l'État de citer plusieurs cas de figure, de l'union de gouvernement au vote au cas par cas, texte par texte. Et là encore, Emmanuel Macron dispose de quelques atouts dans son jeu. Les cartes sont déjà pour partie entre ses mains, puisque en réalité c'est lui qui doit proposer, puisque c'est lui qui a la main sur la manière dont le gouvernement est composé. C'est lui qui nomme le Premier ministre et qui nomme les membres du gouvernement en accord avec la première ou le Premier ministre. Tout est à inventer et c'est au président de la République à faire preuve d'inventivité, de pragmatisme et de réalisme. L'Élysée annoncera le nouveau gouvernement dans les prochains jours, début juillet, après le retour du chef de l'État à Paris. Allez, on va faire un tour dans la tête d'Emmanuel Macron. En tout cas, c'est la promesse de ce débat. Je vous présente mes invités. Corinne Laïc, bonsoir, bienvenue. Vous êtes journaliste politique à l'Opinion. Vous publiez avec Éric Mandonnet La nuit tombe 2 fois. C'est aux éditions Fayard. Nicolas Doménac, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes chroniqueur politique à l'hebdomadaire Challenge, auteur avec Maurice Safran de Macron, pourquoi tant de haine, publié aux éditions Albin Michel. J'accueille également Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la publication du site Atlantico, et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, et resté évidemment à mes côtés. Je commence par la question qu'on vient d'aborder dans notre sujet d'ouverture. Corinne Laïc, et Emmanuel Macron est-il toujours le maître des horloges ? Clairement non. Ça doit le faire un peu enrager. Certains disent même qu'il a perdu la main. Est-ce qu'il pourra la retrouver? C'est une autre question. Mais il a réagi dans cette crise comme il réagit face à toutes les crises, non pas les crises qui sont adressées à tous les gouvernements du monde comme le Covid ou l'Ukraine pour l'Europe, mais les crises qui sont franco-françaises et où il a une part de responsabilité. Je pense aux Gilets jaunes et je pense à cette crise. Première réaction, état de choc, de sidération. Il est sonné parce que ses analyses politiques ont été déjouées par la réalité, parce qu'il est battu et qu'il a un problème politique à résoudre, parce que ses compagnons de route, c'est important quand même, hein, Richard Ferrand, Christophe Castaner, ne sont plus à ses côtés. Et on a beau dire que Macron n'est pas un affectif, il tient beaucoup à ses grognards, à leur présence. Et donc, il se trouve face à une nouvelle donne. Il a une première tendance à réagir par le déni. Et puis après, il passe à la phase de réflexion, maturation. Ça prend du temps. Et jusqu'à présent, le fait de prendre du temps et de l'imposer aux autres lui avait plutôt bien réussi. En cela, on pouvait effectivement dire, comme vous le disiez, qu'il était le maître des horloges. Mais cette fois-ci, ça ne lui a pas réussi. D'abord, par exemple, pendant la campagne législative, où il a mis beaucoup de temps avant de nommer Elisabeth Borne. Après, une fois qu'elle a été nommée, il a mis beaucoup de temps à la reconfirmer, alors qu'elle était quand même sur un siège éjectable très contesté. Et puis après, il décide enfin de remonter sur son cheval. Il intervient et là, il donne sa vision des choses. Et sa vision des choses, c'est toujours de ramener à ce qu'il pense être le fil de son quinquennat. Là, il l'a fait en disant « Attention, j'ai été élu le 24 avril avec un programme ». Il a rappelé ce programme et il a même remis la réforme des retraites à l'ordre du jour. Donc, il veut rester sur son axe et il n'entend pas être déstabilisé par ce qu'il se passe à l'extérieur, même si, de facto, évidemment, il l'est, mais il fait tout pour le cacher et pour feindre d'organiser des événements qu'il ne maîtrise pas. Oui, c'est intéressant, Nicolas Doménac, parce que toujours sur cette question de temporalité, là, il est parti de nouveau pour une séquence internationale, mais il donne une feuille de route à Elisabeth Borne
est daté, quoi, en disant d'ici à la fin de la semaine, il faut avoir trouvé une solution et puis ensuite proposer un gouvernement. Donc il feint, je reprends un peu l'expression de Corinne Lake, de rester le maître des horloges. Est-ce que vous l'analysez comme ça ? En tout cas, il s'y essaye et il tente. Mais j'ai un complément sur ce que dit Corinne qui était juste, mais je daterais peut-être l'assèchement ou la dévitalisation d'avant. Je veux dire, c'est pas les législatives qui ont été seulement le choc. Il est arrivé, je veux dire, quand même, l'image du Champ de Mars, elle résumait tout. Je veux dire que c'était un moment qui n'avait, si on reporte à la Palais Royal, la fois où il avait gagné en 2017, où il était porteur d'une espérance, d'un projet, d'un dessein. Là, il n'était porteur de rien du tout. Je veux dire, il est arrivé, il a vaincu, mais il n'a pas convaincu. Et pour cause, il n'avait pas de dessein, il n'était pas porté par quelque chose de plus grand que lui. On avait l'impression, et comme la 5e, au fond, quand on gagne, c'est fait pour l'alternance. C'est fait pour porter quand vous alternez, mais si vous êtes réélu, là, ça ne fonctionne plus de la même façon, je dirais. Et donc là, il était, au fond, un peu perdu, et on a l'impression qu'il n'a jamais retrouvé quelque chose qui l'anima, et que, au fond, il était parti avec Alexis Kohler, qui est son autre lui-même, veut dire, ils étaient partis sur un rythme. Le secrétaire général de l'Élysée était parti sur un mouvement qui n'en était pas un véritablement. Et donc, il s'est retrouvé en panne. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est il essaye de remettre la mécanique en route. Oui. Jean-Sébastien Ferjou, alors si je vous entends, je fais la synthèse de vos deux démonstrations. Est-ce qu'il est sonné au soir de sa victoire à la présidentielle, finalement, Emmanuel Macron ? Je crois qu'il y a une forme de dévitalisation, comme le disait Nicolas Domnac, qui est antérieure, effectivement, à la présidentielle, mais qui remonte probablement même très loin. C'est un peu comme si, finalement, Emmanuel Macron était son propre programme, plus qu'il n'avait un projet en soi. Donc forcément, une fois que vous êtes réélu pour la deuxième fois et qu'il n'y aura pas de troisième... Que se passe-t-il à ce moment-là ? Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que, incontestablement, en 2017, il a réussi à susciter un espoir sur une espèce de révolution. Mais dès qu'on grattait un peu, on se rendait bien compte que c'était assez illusoire. Emmanuel Macron est le pur produit des élites françaises. C'est vraiment... Mais alors, avec le côté peut-être jeune, audacieux, sexy, si on veut, mais le pur produit de la technostructure française est cette espèce de saint-simonisme qui consiste à croire qu'il y a des solutions techniques, finalement, et que la politique ne compte pas tant que ça. Donc oui, il y avait un projet sur les mots... effectivement, qui a séduit des gens sur l'autonomie, sur l'émancipation de l'individu. Mais très vite, on s'est rendu compte que ça n'était pas ce qui guidait son action concrètement. Son action concrètement, elle est restée très très proche de ce qu'aurait fait n'importe quel autre énarque issu à peu près de la même génération que lui. Quant au maître des horloges, je ne crois pas qu'il l'ait jamais été véritablement. Regardez, beaucoup des erreurs du premier quinquennat, c'est en réalité Édouard Philippe qui les lui a fait commettre. Alors, avec son consentement, mais que ce soit sur le fait de faire les appels en même temps que la réforme de l'ISF, les 80 km/h, d'introduire le paramétrique dans le systémique de la réforme des retraites, maintenir le premier tour des municipales, un confinement peut-être qui durait plus longtemps que ce qu'on aurait eu besoin. En réalité, Emmanuel Macron est beaucoup moins Jupiter qu'il n'y paraît. Il a eu ce génie marketing sur lui-même, mais qu'est-ce que vraiment le macronisme politiquement ? Mathieu ? C'est une très bonne question. Parce que 5 ans après... Vous avez 5 heures. Non, mais 5 ans après... mais c'est intéressant, on va essayer de le définir et on y arrivera sans doute. C'est pas Jupiter, c'est Proté. Le macronisme, c'est un pragmatisme. Enfin, c'est en tout cas l'image qu'il a donnée. On est loin de l'idéologie. Alors oui, au début, on voulait débloquer la France, libérer les énergies, protéger les plus faibles. Enfin, il y avait un petit côté, si tous les gars du monde se donnaient la main et si tous les gens de bonne volonté étaient là, on prendrait toutes les bonnes idées qui s'imposeraient et qu'on n'a jamais osé faire. Il y avait une forme d'audace, une forme de courage. Il y avait quasiment une esthétique, c'est drôle, parce que quand Nicolas faisait allusion, c'est vrai, à ce soir de victoire de 2017, c'était quasiment Da Vinci Code, et on finit en 2022 avec les choristes. Enfin, il y a un côté, on est descendu de 3 étages en symbolique, en esthétique, comme s'il était allé au bout de lui-même. Oui, c'est-à-dire que comme c'est un pragmatisme, d'abord, personne ne connaît ce que c'est que le macronisme, à commencer par ses propres troupes. C'est une synthèse de... Voilà. Peut-être lui, mais je pense que pour moi, le macronisme, c'est très simple. Le macronisme, c'est Macron. Voilà. Donc, et donc il n'y a que lui qui le maîtrise. Et donc ça handicape quand même beaucoup pour le reste, parce que on peut suggérer des idées quand on est dans la majorité, mais on n'est pas sûr que ça plaise au patron, puisque c'est au final le patron qui décide. Et c'est pas comme au Parti socialiste, vous aviez une espèce de produit de synthèse congrès après congrès qui faisait que la doxa globalement elle était connue. C'est pas la même chose même chez les Républicains, où le gaullisme ça avait un sens, où les libéraux qui étaient venus à l'UMP, on savait ce qu'ils défendaient. Là, on sait pas très bien un coup. C'est le fameux et en même temps. Et c'est vrai qu'il est arrivé au soir de cette présidentielle.
le temps qu'il met à choisir un Premier ministre, je veux bien croire que les stratèges de l'Élysée nous ont expliqué que c'était en fait hyper fin, hyper calculé, parce que ça retardait le début de la campagne législative, on n'en parlerait pas. Enfin bref, ça a tout donné exactement l'inverse. Mais quand même, mettre autant de temps, frapper à autant de portes, essuyer autant de refus pour trouver un locataire de Matignon, alors que vous êtes déjà en poste, que vous savez soi-disant ce que vous voulez faire, et vous n'êtes pas fichu de trouver dans votre propre majorité quelqu'un, et ça se fait, au final, je parle sous le contrôle de Corinne, au dernier week-end, où finalement c'est un plan B qui l'emporte sur le plan A, parce que François Bayrou n'est pas content, et Richard Ferrand non plus. Le problème de Macron, c'est qu'il n'a pas réalisé que ces élections étaient presque des élections de mid-term, c'est-à-dire que c'était des élections de validation. Les Français l'ont choisi parce que faute de mieux, ou parce qu'ils avaient peur de Marine Le Pen, et il a pensé à l'Élysée pour la cérémonie d'investiture. Le message était « Attention, ce n'est pas une réélection, c'est une élection ». Et ça, à mon avis, c'est une erreur, parce qu'en réalité, c'est une réélection. Et les Français l'ont validé pour la présidentielle, mais ils lui ont donné un petit coup sur la figure pour les législatives, en lui disant « On t'a réélu parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Mais en revanche, la politique que tu veux mener, on n'est pas d'accord. Et je peux vous dire qu'au sein de la majorité actuellement, certains estiment que la retraite à 65 ans leur aurait fait perdre 100 sièges de députés pour le groupe Renaissance. Il y a 2 points qui focalisent leur rancœur, c'est la retraite à 65 ans et les événements du Stade de France qui considèrent qu'ils ont fait un strike, strike à l'envers, à savoir ils se sont mis à dos la gauche à cause des violences policières, la droite à cause du désordre et l'extrême droite à cause de la délinquance de banlieue qui a déferlé sur le Stade de France. Et là ils estiment qu'ils ont perdu, alors je ne sais pas ce que valent ces estimations, mais ils estiment qu'ils ont perdu une trentaine de députés. Donc c'est vrai que le fait pour Emmanuel Macron de ne pas avoir pris, je suis d'accord avec vos analyses qui disent que effectivement la présidentielle déjà il commençait un peu à s'être dévitalisé. Mais c'est vrai qu'il n'a pas pris conscience peut-être de l'importance de ce scrutin législatif. Il a raisonné par analogie avec ce qui s'est passé en 2017, où il a eu une majorité dans la foulée, alors que tout le monde lui prédisait qu'il n'aurait pas, parce qu'il était tout neuf, que personne ne le connaissait, qu'il n'avait pas d'appareil, qu'il n'avait pas d'argent, etc. Et il a réussi quand même à avoir une majorité. Et il a pensé que ça allait se reproduire, sans avoir analysé que les circonstances qui ont permis aux choses de se produire une première fois n'étaient pas réunies aujourd'hui. Et donc, il a un peu enjambé cette campagne des législatives qui a été polluée à la fois par ses non-décisions, par le positionnement assez astucieux des autres acteurs comme Mélenchon et par la mauvaise gestion de certains événements. Mais Nicolas Domenac, il y a quand même eu des alertes, il y a quand même eu un certain nombre de proches qui ont dû lui dire au fur et à mesure que cette campagne législative avançait, attention, on n'est pas sur le bon chemin, quoi. Il n'a pas voulu les entendre. Il y a eu de nombreuses alertes de proches, de moins proches, des journalistes. Nous, quand on est allé le voir pour faire notre enquête, on ne pensait pas au départ faire une enquête sur la haine contre lui. Quand on a lâché le mot haine d'entrée, on a passé 2h30. Alors, il est rarement bref, mais quand même, ça le travaillait. Je veux dire, s'il nous a retenu autant de temps que ça, alors qu'on cognait à la porte pour des rendez-vous qui venaient, c'est qu'il était quand même interpellé. Il se disait, il se passe quelque chose dans ce pays qui m'échappe. Pour autant, il développait effectivement la thèse que, de toute façon, il serait réélu parce que les autres étaient mauvais et que mécaniquement, ensuite, il y aurait les législatives. Donc la première partie de l'hypothèse, il gagne, mais ensuite... Et ensuite, il gagne. Ensuite, il se plante. Oui. Et encore une fois, je reprends la question sur les alertes. Parce que là, vous revenez avant sa victoire à la présidentielle. Je parle des alertes entre le second tour de la présidentielle et le premier tour législatif. Il les recevait, mais tout a été atténué, étouffé. Quand même, le fonctionnement, c'est Alexis Collère et lui. Et c'est Alexis Collère qui verrouille tout, je veux dire, y compris les alertes. Je veux dire, c'était très difficile. Alors, il a ses sources proches, il reçoit des dizaines de SMS, etc. Mais à l'arrivée, c'est Alexis Collère qui fixe quand même la ligne, qui décide que pour être réélu, il faudra un programme et non pas un projet disruptif, contrairement à tout ce qu'on lui disait tout autour. Donc je pense que, en tout cas, ça a beaucoup joué, cet isolement à l'intérieur du château. Et puis, pour en avoir parlé des députés, il avait quand même un côté magique
Il lui devait tout. Plein de députés qui se sont fait naître en 2017, qui n'auraient, à leurs yeux, jamais dû être élus sans lui. Donc il y avait un côté, oui, sur le terrain, ils en prenaient plein la figure parce qu'on leur parlait que de retraite à 65 ans et ils avaient rien à défendre parce qu'ils avaient aucune mesure en positif à donner à part un peu de pouvoir d'achat et l'éducation qui crispait quand même une bonne partie de l'opinion. Mais le reste, c'était filandreux. Personne n'avait rien à dire. Mais il disait... Pardon Mathieu, c'est quand même le seul à avoir été réélu hors cohabitation. Enfin, bien sûr. Personne l'a encore dit autour de cette table. Et j'ai bien compris qu'il y avait certainement des raisons qui n'étaient pas liées à la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est lui le patron. Il sait a priori ce qu'il fait. Il est magique. Il a réussi à se faire élire. C'est le seul à se faire réélire. C'est le seul. Donc on va attendre de voir. Mais il n'y a pas une grande culture de la démocratie. Ce qui était un mouvement horizontal quand même au début, on se souvient, soi-disant, et d'une verticalité absolue. Et en plus, ça ne marche que dans un sens. Donc c'est compliqué. Jean-Sébastien. Il n'y a pas une grande culture de l'analyse de ce qui fait les succès et les échecs. Alors, mais pas forcément uniquement chez Emmanuel Macron. On pourrait parler de la classe politique au sens large. Les Républicains n'ont pas analysé les raisons de la défaite de Valérie Pécresse, ni se sont mis d'accord sur celle de François Fillon, pas plus d'ailleurs qu'ils ne se sont mis d'accord sur les raisons de l'échec de Nicolas Sarkozy. Et c'est la même chose à peu près à gauche entre des gens qui sont persuadés. Non mais exactement, entre ceux qui pensaient que c'était parce qu'il n'était pas assez à gauche ou d'autres qui n'avaient pas été assez déterminés. Donc ça n'est pas nouveau, mais incontestablement, Emmanuel Macron a mal compris le sens premier de sa première élection, même s'il y avait eu un mouvement d'espoir, mais enfin rappelons-le, dans un alignement de planètes sans précédent. Malgré tout, il y avait eu le fameux livre de confidence de François Hollande qui l'a empêché. Enfin bon, je ne vais pas vous refaire toute la liste, tout le monde l'a présent. Et là, c'était la même chose. Ils n'étaient pas les autres. Et il était finalement, ce que tout le monde a bien compris, l'incarnation du système français. Donc comme nous sommes un pays dans lequel il y a encore plus de gens qui ont des choses à perdre que de gens qui n'ont plus rien à perdre, on ne va pas vers l'aventure politique. Les pays qui vont vers l'aventure politique sont les pays où vous avez au moins une majorité d'électeurs qui n'ont plus rien à perdre. Et donc ils se disent on va essayer l'extrême droite, on va essayer je sais pas quoi, n'importe quelle solution populiste parce que nous n'avons plus rien à perdre. Ça n'est pas le cas en France quand on regarde les montants de l'épargne, ça n'est pas le cas en France quand on regarde le montant des transferts sociaux qui ont lieu chaque année. Et donc le message, il est même à la présidentielle et aux législatives. C'est en quelque sorte le statu quo. À défaut d'autres solutions politiques, d'alternatives réelles qui nous convainquent, nous préférons le statu quo, c'est-à-dire ne pas faire grand-chose. Sauf que ça, Emmanuel Macron, comme il l'analyse à travers le prisme de son génie personnel, il a un peu de peine à l'entendre. Alors, le chef de l'État peut-il cheffer différemment ? Il s'est engagé plusieurs fois avant sa réélection, lors de son discours d'investiture, mais aussi mercredi dernier devant les Français à 20h. Nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. Bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux dans le dialogue, l'écoute, le respect. C'est ce que vous avez souhaité et j'en prends acte. Cela ne doit pas vouloir dire l'immobilisme. Cela doit signifier des accords en prenant le temps de les faire. Par le dialogue, le respect, l'exigence. Corinne Laïc, vous aviez publié une biographie du président de la République en 2020, Emmanuel Macron, président cambrioleur, c'était le titre de ce livre, également publié chez Fayard. Est-ce qu'il peut changer sa façon de gouverner ? Est-ce que vous y croyez une seconde ? Je pense qu'il ne peut changer que sous la force d'une contrainte extrême, parce que par tempérament, il n'est pas très 4e République quand même. Hein. Il est vraiment, il a mis ses pieds dans les chaussons de la 5e République, d'une 5e République un peu intégriste avec beaucoup d'aisance. Donc depuis le début de son mandat, enfin depuis après la première phase de son mandat, mais depuis l'affaire des Gilets jaunes, il n'arrête pas de dire qu'il faut gouverner autrement. Il le fait avec le grand débat, il essaye de le faire avec la Convention citoyenne. À chaque fois, en fait, c'est quand même lui qui le remet au centre du jeu. Et là, il n'arrête pas de promettre une nouvelle méthode. Je doute qu'il y parvienne. Là, la nouvelle méthode, elle lui est un petit peu imposée par la force des événements. Qu'est-ce qui va en sortir ? Peut-être qu'il va réussir pendant quelques mois à maintenir Elisabeth Borne au gouvernement, mais fondamentalement, j'ai de gros doutes sur sa capacité à changer la méthode. J'ai de gros doutes sur la capacité des autres aussi à accepter ce changement de méthode, parce que toute la classe politique, tous les observateurs sont un peu drogués aux faits majoritaires. Tout le monde raisonne par rapport à ça. T'es avec moi ou t'es contre moi. Donc, on est quand même dans une période d'incertitude inédite.
Et je pense qu'Emmanuel Macron, ne serait-ce que par la manière dont il s'y est pris depuis le début de cette crise, en nommant Elisabeth Borne, qui est certainement une femme très estimable et très compétente, mais qui n'a pas la stature politique à prendre les choses en main, il n'a pas voulu, comme certains le lui conseillaient, nommer quelqu'un qui avait un poids politique comme Bruno Le Maire, qui aurait pu être à la manœuvre pendant que lui se retirait sur son rôle de président de la Ve République, s'occupant de l'international, du fonctionnement des institutions. Il n'a pas voulu entendre ça. Résultat, il se retrouve dans un système où les poids lourds politiques autour de lui sont des gens comme Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Bruno Le Maire, qui viennent de la droite, qui ont des agendas politiques à eux, alors que ceux qui étaient vraiment très proches de lui et sans arrière-pensée, Jean-Yves Le Drian, Richard Ferrand, Christophe Castaner ne sont plus là. Donc il est seul. Il s'en plaint d'ailleurs, même s'il a beaucoup contribué à sa solitude, mais plusieurs de ses proches disent qu'il se plaint d'être seul. Et je ne vois pas comment il peut avoir les moyens d'inventer cette nouvelle méthode. À ce stade, je n'en vois pas le chemin. Nicolas Domenach, je vous vois un peu plus dubitatif. Non, mais non, on peut plaider aussi rien que pour animer la réflexion. Oui, parce que là, vous êtes un peu tous. Non, mais là, on peut plaider dans le sens inverse. D'abord, il a fait preuve d'un pragmatisme inouï et contraire à ses propres convictions sur le quoi qu'il en coûte. Par exemple, il était quand même venu pour restreindre les déficits, etc. Et en 2 temps 3 mouvements, il a fait demi-tour. Donc, il peut faire. Il avait exactement la même pensée, là encore, que les hauts fonctionnaires de Bercy. Il s'opposait au programme de François Fillon, qui lui voulait redresser les finances publiques. Exactement, mais on peut penser qu'il peut faire demi-tour, là aussi, après avoir méprisé les corps intermédiaires pendant des mois et de façon absolument incroyable. On peut imaginer que sous la pression de l'opinion, qui est quand même de manière écrasante, pour réinventer, je veux dire, pour limiter ses pouvoirs et pour qu'on réinvente une forme d'échange, on peut penser qu'il pourrait changer de comportement. Et troisième point, ce qui pourrait nous amener à penser ça aussi, nous conduire à penser ça, quand il était ministre de l'économie, qu'il a pondu sa loi, je veux dire, il a passé des semaines à l'Assemblée nationale pour retourner à la fourchette à escargot les députés les uns après les autres. Donc il a quand même en souvenir dans l'arrière-occiput très loin, mais ça peut revenir en avant. Nicolas, là, son jeu dépend aussi du jeu des autres. Il est très prisonnier du jeu des autres, c'est ça aussi le problème. Surtout, il n'est pas le président, le chef de la majorité parlementaire. C'est le Premier ministre qui est le chef de la majorité parlementaire. Le président de la République, de la majorité présidentielle, ça n'est pas la même chose, ou sinon il a été désavoué aux législatives. Mais c'est ça la limite, parce que il y a le fait, je suis assez d'accord avec vous, ça dépend des autres, et les Français ou la classe politique est droguée au fait majoritaire, mais peut-être aussi droguée à une espèce de gouvernance ultra centralisée, ultra verticale, parce qu'il y a toute la partie immergée de l'iceberg, parce que le tout n'est pas de se montrer constructif, de bonne volonté, ou je sais pas quel qualificatif avenant en apparence. Derrière, il y a le fait de choisir tous les directeurs de cabinet des ministres, de choisir parfois les membres de leur cabinet, de se substituer finalement au gouvernement, de se substituer au corps intermédiaire, de se substituer dans un certain nombre de circonstances au Parlement lui-même. Et cette culture-là, c'est pas Emmanuel Macron qui l'a inventée. Est-ce que j'allais vous demander, est-ce que c'était pas déjà le cas ça n'est pas Emmanuel Macron qui l'a inventé, mais il a probablement poussé plus loin encore que d'autres. Alors peut-être à cause des crises que nous avons vécues, mais aussi probablement à cause d'une part de personnalité. Regardez ce que Gérard Collomb, qui le connaît bien, il était un des premiers à l'accompagner, en dit. Quand il dit encore dans l'interview qu'il donnait, me semble-t-il, dans Le Point, là, pendant cette campagne présidentielle, en disant finalement il alterne entre la pensée cosmique, ce qui est une manière déjà particulière de formuler les choses. Il dit pas une pensée macroéconomique ou une vision, il dit la pensée cosmique. Et le micromanagement. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il nous a quand même fait avaler le fait qu'il ne faisait pas campagne parce qu'il était occupé par la guerre en Ukraine, mais ça l'a pas empêché de regarder circonscription par circonscription qui était investie par les candidats ensemble. Donc vous voyez bien que cette tendance au micromanagement aussi, elle participe, elle entre en résonance avec cette espèce de gouvernance ultra centralisée. Et ça pose la question de son attitude dans les jours et les semaines à venir vis-à-vis de l'Assemblée sans majorité absolue, qui oblige Emmanuel Macron peut-être à changer. En tout cas, c'est ce que disait la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot. On l'écoute. N'en déplaise à M. Macron, c'est que justement, il n'est plus le seul à décider, mais que maintenant, l'Assemblée nationale n'est plus sa chambre d'enregistrement, ni son paillasson, et qu'il doit donc faire avec une Assemblée nationale qui est forte.
Et on va en faire la démonstration avec Steve Jourdain. Rebonsoir Steve, on se penche grâce à vous sur cette semaine politique très chargée qui débute. Emmanuel Macron va forcément suivre de très près le calendrier de l'Assemblée. Oui, ça commence dès demain avec l'élection au perchoir. Le poste très délicat et très stratégique de président de l'Assemblée sera attribué ce mardi à partir de 15h. À quoi ça sert un président de l'Assemblée ? Eh bien, ça sert à présider des séances évidemment dans l'hémicycle, mais aussi à jouer les médiateurs entre majorité et opposition. Autant dire qu'il y aura beaucoup de boulot dans les mois qui viennent. 3 candidats sont officiellement en lice. Il y a Annie Genevard pour les LR, Sébastien Chenu pour le Rassemblement national, Yaël Braun-Pivet pour la coalition présidentielle, et puis il devrait aussi y avoir un candidat de gauche. Pour les départager, les députés vont devoir voter, et si aucun de ces candidats ne remporte la majorité des suffrages, il y aura un troisième tour qui se jouera à la majorité relative. Sauf surprise, Yaël Braun-Pivet devrait rafler la mise. Ce serait la première fois dans l'histoire qu'une femme est élue à ce poste. À suivre demain également, Thomas, la constitution des groupes politiques. Chaque groupe doit remettre la liste définitive de ses membres. Il devra aussi dire s'il se considère comme étant dans la majorité ou dans l'opposition. C'est donc une échéance importante qu'Emmanuel Macron va regarder avec beaucoup d'attention. On saura demain quel est le rapport de force à l'Assemblée nationale pour les 5 années qui viennent. Et puis fin de suspense cette semaine aussi pour la très convoitée présidence de la Commission des finances. Oui, préparez le popcorn, journée capitale jeudi puisque les 577 députés vont intégrer l'une des 8 commissions permanentes du Palais Bourbon. C'est dans ces commissions qu'on prépare et qu'on débat des textes de loi avant qu'ils arrivent dans l'hémicycle. Politiquement, le combat se concentre autour de la prestigieuse Commission des finances dont on nous parle, présidence de cette institution qui permet d'agir comme un contre-pouvoir en fait à la politique économique du gouvernement. Alors qui pour la présider ? Les oppositions la revendiquent. Un vote aura lieu à bulletin secret. Pour le Rassemblement national, premier groupe d'opposition, le candidat est le député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy. Pour la NUP, le candidat devrait être le député de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Et au milieu de ça, les députés LR devraient jouer les arbitres puisqu'Élisabeth Borne l'a confirmé. La coalition présidentielle ne prendra pas part au vote. C'est donc à la droite de dire ce qu'elle préfère entre une présidence lepéniste et une présidence mélenchoniste. Ça va être intéressant de suivre ça. Difficile de savoir ce qu'Emmanuel Macron préfère en l'occurrence. Merci Steve pour toutes ces informations. Nicolas Domenach, s'il faut inventer des majorités au cas par cas, parce que c'est sans doute ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, est-ce que Emmanuel Macron, là je parle encore de psychologie ou d'habitude, est-ce qu'il va forcément mettre les mains dans le cambouis, un peu comme Jean-Sébastien nous le disait, pour désigner les têtes de liste pour les législatives, quoi? Il ne peut pas ne pas le faire. Oui, il va y aller. C'est dans nos habitudes d'abord, ouais. Et puis c'est dans la structure même de cette majorité-là. Je veux dire, elle reste macroniste. Je veux dire, même s'il a essuyé un échec aux législatives, il reste celui qui les a portés à la victoire, alors, avec la difficulté qu'il ne sera pas celui de la prochaine bataille pour la présidentielle. Donc ça rendra les choses plus difficiles. Mais je pense que, encore une fois, ce qui va être déterminant, c'est moins Macron, encore qu'il va s'en servir beaucoup, c'est comment l'opinion publique intervient là-dessus. Parce que personne ne souligne assez, à mon avis, le fait qu'une majorité aussi massive disent « Entendez-vous, nom d'un chien ?» Ça suffit de vous affronter comme ça. Là, on a un conflit avec les partis politiques qui, eux, défendent leur bout de gras, leur boutique, leurs intérêts de boutique, qui sont réels, qui peuvent se comprendre. Mais vous avez à côté de ça, et le premier, vous vous souvenez que pendant la cohabitation, on disait le premier qui tire aura perdu, le premier qui dégainera aura perdu. À mon avis, le premier qui va vraiment faire la faute de s'opposer à une volonté, à une loi populaire et de manière trop flagrante, il va le payer très cher. Est-ce que c'est l'analyse du vote, forcément, ça ? Non, je ne crois pas. Il y a 70% des Français qui disent qu'ils sont contents qu'il n'y ait pas de majorité. C'est-à-dire ils sont contents qu'il n'y ait pas de majorité pour Emmanuel Macron, mais ils n'ont pas souhaité non plus en confier à d'autres, et pas particulièrement parce qu'ils attendent des espèces d'alliances improbables. Les Français ne sont pas dupes sur la culture politique qu'est celle de notre pays, ni probablement sur les institutions. Je pense qu'ils les comprennent d'ailleurs mieux qu'Emmanuel Macron. Parce que quand Emmanuel Macron nous parle d'Espagne ou d'Italie, il feint d'oublier, ou alors c'est inquiétant s'il l'oublie totalement, que le chancelier ou le président du Conseil italien, s'il nomme Matteo Salvini ministre de l'Intérieur, il lui délègue vraiment le ministère de l'Intérieur.
il ne, encore une fois, choisit pas son directeur de cabinet, il ne se substitue pas à la politique mise en œuvre. Il y a un accord global qui se passe. Regardez ce qui se passe là en Allemagne. C'est le FDP, le Parti libéral, qui est au ministère des Finances. C'est la vision du FDP sur les finances publiques allemandes qui l'emporte. Ça n'est pas celle du SPD, et pourtant c'est le SPD qui est le premier groupe en nombre de sièges au Bundestag, en Allemagne. Et donc, on est dans cette espèce de confusion qui fait que, à mon avis, d'ailleurs, Emmanuel Macron s'implique en trop en se substituant à celui ou celle qui doit être le chef de la majorité parlementaire, se met en danger. Parce que, de facto, imaginez qu'il vienne à dissoudre l'Assemblée, ou alors que, d'ailleurs, jamais le rapport de force politique ne se reconstitue. Il sera beaucoup plus loin de la légitimité de son élection présidentielle, et il se mettra dans le rôle de celui qui, pour le coup, pourrait réellement être désavoué par de nouvelles législatives. Corinne Laïc, si on reparle des investitures législatives, c'est intéressant parce que ça peut éclairer un autre trait de la personnalité d'Emmanuel Macron, la difficulté il a du mal à se séparer des gens, on peut dire ça comme ça. Oui, il a du mal à se séparer des gens, c'est vrai, il y tient. Et même ceux avec lesquels il a eu un conflit, il laisse mijoter pendant un certain temps et après il cherche toujours à se rapprocher d'eux et à se rabibocher. Donc là, il y avait des députés sortants, on lui disait franchement... Oui, il y avait des députés sortants et il a voulu, absolument, ouais. Et il a insisté quand même, oui, mais finalement, il n'aime pas les conflits, il n'aime pas les séparations, il n'aime pas les ruptures. Et si je devais parler de la rupture essentielle que beaucoup appellent de leur vœu en ce moment, celle avec Alexis Kohler, je ne pense pas qu'il est sur la voie de la mener, parce que Alexis Kohler, dont on dit beaucoup de mal, a une grande caractéristique, c'est qu'il est parfaitement... C'est pas le jumeau de Macron, c'est sa doublure, et c'est surtout son complément. Il s'emboîte parfaitement avec lui, il compense ses défauts, il le connaît très bien. Emmanuel Macron, sous ses allures de technocrate, inspecteur des finances et banquier d'affaires, est quelqu'un qui a un tempérament un peu d'artiste, un peu de saltimbanque, et parfois il lui arrive de s'envoler dans le lyrisme avec des idées pas tout à fait opérationnelles. Et Alexis Kohler est l'homme qui vient canaliser tout ça. Alors parfois trop, pour ceux qui veulent avoir un peu plus de disruption et de créativité, mais c'est vrai que Kohler est l'homme qui fait rentrer l'édredon dans la valise. Il n'a ni la rupture ni le pardon. Regardez ce qui est arrivé à Guillaume Larrivé, qui pourtant a donné moult gages pour essayer de se rapprocher de la majorité. Emmanuel Macron n'a pas voulu en entendre parler parce que c'est fini. Quand c'est fini, Guillaume Larrivé s'était montré très dur sur l'affaire Benalla notamment. Je reste sur la question du secrétaire général de la présidence de la République, Alexis Kohler. Nicolas Domenach, est-ce que Emmanuel Macron peut changer sans changer de secrétaire général? Non, mais je trouve impossible. Je trouve que c'est un des drames de ce quinquennat précédent et de celui-ci, c'est que vous ne pouvez pas impunément rester avec quelqu'un d'aussi important pendant 8 ans. Je veux dire, c'est effectivement son double, mais qui travaille de 7h du matin à 2h du matin quasiment. Je veux dire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est complètement coupé de tout le reste. Je veux dire, il n'a plus de vie. Je veux dire, il n'a que sa vie avec Emmanuel Macron. Il lui arrive de temps en temps de sortir pour manger un sandwich dans la rue, pour se détendre. Non, mais c'est vrai. Ce que vous dites est surréaliste, vous en rendez bien compte. Mais... Je veux dire, c'est une absence d'enrichissement que. Oui, c'est un risque. Mais on parle du syndrome de la tour d'ivoire. Effectivement, il a des qualités, il est formidablement intelligent, il a un esprit pratique, mais il n'est pas politique. Non, voilà, mais au sens noble du terme. Oui. Il privilégie les solutions techniques. Il est par exemple persuadé, et depuis le mois d'avril 2021, alors que Emmanuel Macron avait remisé sa réforme des retraites avec l'âge pivot à 64 ans, que les Français veulent travailler plus, que les Français ont compris la nécessité de travailler plus et veulent travailler plus. Et c'est lui qui a effectivement poussé pour la retraite à 65 ans. Et ça part d'un sentiment et d'une analyse tout à fait honorable, respectable et certainement juste. Mais je pense qu'il n'y a pas la prise en compte de l'acceptabilité sociale d'une telle mesure. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. C'est quand même un raisonnement qui est un peu biaisé, parce que la réalité, pourquoi 65 ans? C'est pas du tout une réflexion qui est liée au système des retraites en soi. C'est pour se donner de l'oxygène budgétaire. C'est parce que si vous faites ça, ça vous évite de réformer ailleurs et d'aller chercher des économies ailleurs dans les finances publiques. C'est assez biaisé, c'est assez politique en réalité, parce que c'est l'illustration du manque de courage, peut-être parce que Emmanuel Macron a constaté pendant son premier quinquennat et les crises qu'il a traversées qu'il n'y arriverait pas justement à réformer l'État français. Mathieu. Il y a aussi quelque chose qui le meut, c'est quand même une volonté d'imprimer sa marque dans l'histoire. Donc est-ce que ça sera suffisant pour le faire changer ou pas? J'en suis pas persuadé, parce qu'il y a quand même un naturel qui est là et un habitus qui est bien implanté. Mais s'il ne veut pas être le président dont le mandat a fini en quenouille et dans un certain bazar,
il y a aussi ça qui peut le pousser. Avec la proposition de loi sur l'IVG. J'entends bien, mais je sais, Corinne le connaît mieux que moi, mais dans la psychologie d'Emmanuel Macron, il y a l'idée de vouloir compter. Lors de sa conférence de presse du 17 mars, il dit il y a 2 choses que je n'ai pas réussi à faire, c'est la réforme des retraites et celle des institutions. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, notamment la réforme des retraites, qui est vraiment très très mal partie pendant le premier quinquennat. Alors qu'il y avait un accord et que s'il ne s'était pas obstiné, il y avait un accord avec la CFDT. C'est quand même ça qui est merveilleux. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'ailleurs fait le bilan de l'impact sur le PIB français de toutes les semaines et mois de blocage liés aux crises auto-infligées. C'est la crise de la Covid aussi qui a complètement arrêté les compteurs et il est difficile de savoir ce qui se serait passé sans ça. Il y avait un accord politique en décembre, malgré tout. Nicolas Domenach, est-ce qu'il se préoccupe déjà de l'héritage politique, je ne parle pas de la trace dans l'histoire, mais l'héritage politique qu'il pourra laisser derrière lui? Qu'est-ce qui restera du macronisme quand Emmanuel Macron sera à la fin de son second mandat? Ça dépend dans quel sens vous l'entendez. Si vous l'entendez dans le sens à qui il va passer le flambeau, vous savez bien que les politiques, une chose qu'ils ne supportent pas, c'est ça, parce que c'est précipiter leur mort. Donc il ne choisira pas un successeur. Mais je pense qu'il est habité quand même par l'idée, il sait qu'il y a une malédiction du deuxième mandat, que tous les deuxièmes mandats se terminent soit en quenouille, soit il ne laisse aucune. Donc, il faut qu'il laisse quand même, comme on l'évoquait, une trace dans l'histoire. Pour l'instant, on ne la voit pas venir, je veux dire, mais il faudra bien, c'est pour ça que je crois qu'il va se remêler de l'histoire en cours à un moment ou à un autre. Je veux dire, il sera obligé d'être disruptif dans un an ou quelque chose de ce genre-là. Je pense qu'il n'a d'ailleurs qu'une seule carte pour l'instant, c'est celle de Bruno Le Maire à abattre, je veux dire, pour réinventer quelque chose, parce que lui, il peut gérer les politiques. Il est habité par une exigence politique au sens noble, comme on évoquait tout à l'heure. Mais je pense que... Ça fait à 15 ans, c'est pas un renouveau fantastique. Je sais pas, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Oui, de ce point de vue-là, oui. Voilà. Il nous reste 1 minute, c'est un peu court pour aborder un dernier thème, mais je voulais qu'on parle quand même de la supposée misogynie du président avec ce paradoxe, c'est-à-dire que je pose ça alors qu'il va peut-être se retrouver entouré de 3 femmes à des postes clés, la première ministre, Yaël Braun-Pivet, on en parlait, qui pourrait devenir la première femme présidente de l'Assemblée, et puis aussi Aurore Berger qui a été élue la semaine dernière à la tête du groupe Renaissance. Il est misogyne ou pas? Non, pas du tout. Non, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit misogyne. Il était plutôt entouré d'hommes à l'Élysée. Oui, c'est vrai, parce que c'est son parcours, parce que c'est souvent le cas dans les cabinets à très haut niveau. Les hommes, souvent, soit ne portent pas les enfants, soit ne les élèvent pas, soit sont très jeunes et n'ont pas ce souci-là. Donc ça explique quand même la forte présence d'hommes. Il a tendance, il respecte énormément les femmes. Peut-être qu'il a je dirais qu'il n'a peut-être pas tout à fait le mode d'emploi avec les femmes. Il a peut-être une espèce de retenue. Par exemple, il est très tactile et il ne l'est pas avec les femmes. Il fait attention. Mais les femmes qui travaillent avec lui ne disent pas sentir de misogynie, franchement. Et ben voilà, on aura quand même répondu à cette question. Merci de vous être à la paix. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Très vite, vos livres, La nuit tombe 2 fois, coécrit avec Éric Mandonnet chez Fayard, et puis Macron, pourquoi tant de haine, coécrit avec Maurice Safran et publié aux éditions Albin Michel. Voilà, fin de cette émission.